J'ai eu beaucoup de clients et d'élèves qui étaient désorientés dans leur approche de la vie. Ils ne savaient pas quoi faire face à cette situation. C'était comme s'ils se disaient « Je ne sais pas quoi faire avec ma vie. Et je ne sais pas quoi faire face à mon ignorance et à ma réaction à cela. » D'une certaine manière, ma réaction n'était pas exactement celle d'un clinicien, du moins pas d'un clinicien typique, parce que les cliniciens typiques sont fondamentalement orientés comme des protestants libéraux. Et ils ont tendance à considérer le développement psychologique comme une sorte de processus d'auto-actualisation, vraiment un processus de développement de soi. Mais ce n'était pas mon observation, en partie influencée par le psychologue du développement Sean Piaget. J'avais une vision plus communautaire du développement humain que cela. Et mon observation était que la plupart des gens trouvent les significations cardinales de leur vie, non pas comme une conséquence du développement de leur moi, quoi que cela veuille dire, mais au service des autres, dans l'adoption de responsabilités. Vous savez, parce qu'on vous dit « sois responsable », et c'est encore une sorte de remontrance, vous voyez, comme si vous étiez une bonne personne, vous seriez responsable, vous feriez votre devoir. Mais personne ne dit jamais que c'est là qu'on trouve le sens durable de sa vie, un sens nécessaire pour traverser la souffrance. C'est vraiment le cas. J'ai traversé des périodes très difficiles pendant plusieurs années, et ce qui m'a permis de tenir, c'était le soutien de ma famille, de mes amis, et de la communauté au sens large. Cela y a fait une énorme différence, non seulement psychologiquement, mais aussi concrètement. Vous vous construisez une communauté, vous vous sacrifiez au service des autres, pas tant parce que vous le devez, même si vous le devez, mais parce que c'est là que se trouve le sens, et vous avez besoin d'un sens profond pour vous soutenir à travers la tragédie. C'est ça, le parcours. Et vous trouvez ce sens profond. Et vous savez, il y a cette idée qu'il vaut mieux donner que recevoir. Et ça peut sembler être une phrase de carte de vœux, d'une certaine manière. Et les gens sont cyniques à ce sujet aussi. Oui, on dit ça parce qu'il faut être bon et penser comme ça, mais si vous vous observez, vous verrez que c'est vrai. Parce qu'une des choses qui a été très marquante dans ma vie, c'est que, vous savez, les gens me remercient de temps en temps pour des choses que j'ai faites ou dites. Et il n'y a pas de meilleure expérience que celle-là, vous savez. Le fait de mettre quelque chose dehors qui est vraiment la manifestation de ce que vous croyez profondément, et que la conséquence de cela fasse partie du processus de rédemption pour quelqu'un d'autre. C'est la meilleure chose qui soit. Rien ne peut l'égaler. En fait, je ne pense pas qu'il y ait quoi que ce soit qui soit même dans le même univers conceptuel que cela en termes de satisfaction intrinsèque. Il n'y a rien de mieux que d'avoir des gens, peut-être surtout des gens que vous n'avez jamais rencontrés, qui vous disent que ce que vous avez fait a eu un effet bénéfique sur leur vie. Et donc, c'est vraiment une chose formidable à viser. Et si vous visiez cela, vous en êtes capable. Je ne dirais pas qu'il faut toujours mettre les autres en premier, car je pense que c'est une erreur. Mais je pense qu'il faut traiter les autres comme vous aimeriez être traité si vous vous traitiez vous-même correctement. Apprendre à bien se traiter soi-même est quelque chose de sophistiqué. Cela ne signifie pas satisfaire chaque caprice du moment, comme le font les enfants de 2 ans qui ne peuvent donc pas vivre sans leurs parents. Vous savez, il faut être assez sage pour gouverner son comportement actuel en pensant à l'avenir, et c'est vraiment ça, être adulte. C'est ce que signifie différer la gratification et assumer la responsabilité, même en tant qu'adulte. Et la raison pour laquelle vous devriez faire cela, parce que vous le devriez, c'est parce que c'est en fait mieux, vous savez, à tous les niveaux. C'est une panacée contre la souffrance que d'adopter cette responsabilité. Donc je disais aussi à mes clients et à mes étudiants, c'est comme, eh bien, regardons simplement où les autres trouvent du sens, vous savez, et nous verrons comment votre vie correspond à cela. Avez-vous une relation intime ? Probablement oui, car cela représente environ 1/3 de la vie. Même si ce n'est pas votre cas actuellement, et que vous avez vos raisons, ne pas en avoir signifie que vous passez à côté d'une part importante de l'existence. Cela pourrait être l'une des raisons pour lesquelles vous n'allez pas très bien, et le fait que vous ne l'ayez pas pourrait indiquer que vous n'êtes pas orienté dans la bonne direction. Oh, je peux vous donner un exemple. Beaucoup de gens m'ont posé la question lorsque j'étais en tournée. C'est une question qui revenait assez rapidement et souvent lors des sessions de questions-réponses. Comment puis-je trouver la bonne personne lorsque je sors avec quelqu'un ? Comment puis-je trouver la personne qui me correspond lorsque je sors avec quelqu'un ? J'ai trouvé ça sur Internet. J'ai reçu cette question à 3 reprises, et je me suis demandé, comme toujours, qu'en est-il vraiment ? Qu'est-ce qui ne va pas avec cette question ? Il y a un problème avec cette question. Et si on demandait,
Comment dois-je me comporter pour être le meilleur partenaire possible? Là, c'est complètement différent, non? C'est un univers conceptuel totalement différent, et pratiquement personne ne pose jamais cette question. Et je dirais que, si tu veux une réponse à la première question, à savoir comment trouver la personne qui me convient, tu dois en fait commencer par poser la deuxième question, c'est-à-dire, qu'est-ce que je peux apporter à quelqu'un d'autre? Si tu excelles beaucoup à apporter quelque chose aux autres, les gens pourraient dire faire la queue pour être ton partenaire. Et s'ils ne le font pas, alors tu pourrais te dire, eh bien, peut-être que je n'apporte tout simplement pas la bonne chose sur la table. Cela mérite réflexion, surtout si vous êtes désespéré, perdu et seul. C'est comme se dire, peut-être que je me suis trompé. Même si vous trouviez la personne parfaite, qu'est-ce qui vous fait croire qu'elle ne s'enfuirait pas en hurlant? Elle le ferait sûrement si elle était si parfaite, car êtes-vous vraiment un si bon parti? Et si tu penses l'être, ça pourrait faire partie du problème. Alors regarde, ça c'est un point, d'accord? La relation intime. Donc je te dirais, à ce carrefour, développe une vision pour ta relation. Tu sais, il y a un proverbe de l'évangile, impossible à comprendre ou à croire. Frappe et la porte s'ouvrira. Demande et tu recevras. Cherche et tu trouveras. Beaucoup pensent que le monde ne fonctionne pas ainsi. Cela revient à l'idée de viser un objectif. Si tu ne vises pas, tu ne l'atteindras pas. Et tu sais, ça peut aussi revenir à la question de ce que tu entends par demander et ce que tu entends par vouloir. Parce que ce n'est pas juste une demande banale. Tu sais, tu pries Dieu, j'aimerais bien retrouver mon portefeuille ou quelque chose comme ça. Comme s'il était le distributeur de souhaits magiques. Comme une fée avec une baguette magique. Tu vois, ce n'est pas ça. Demander signifie quelque chose comme ceci. Je suis prêt à tout abandonner. Que je fais mal pour pouvoir arranger les choses, si seulement je pouvais savoir ce qu'est le bien. Et ça, c'est... Tu es à genoux quand tu dis ça, mec. Et peut-être que si tu es à genoux, tu obtiens la réponse. Et ça vaut la peine d'y réfléchir. Donc tu sais, si tu frappais et que tu voulais entrer, si tu demandais et que tu voulais apprendre, tu sais, et si tu cherchais parce que tu voulais retrouver, peut-être que tu le ferais. Recevoir et... avoir une réponse et trouver, mais pas sans objectif. Et donc je pourrais dire, eh bien écoute, si tu pouvais avoir la relation que tu voulais, tu pourrais avoir la relation que tu veux et dont tu as besoin, mais tu dois savoir ce que c'est. Et donc tu as besoin d'une vision de cela, tu vois, et une vision développée, tu sais, non, j'ai besoin de trouver la bonne personne pour moi. C'est-à-dire, qu'est-ce que tu entends par là ? Comment vas-tu traiter ton partenaire quand il rentre du travail? Ou comment aimerais-tu être traité? Quel genre de partenaire veux-tu en ce qui concerne son attitude envers les enfants? Il faut que ce soit concret. C'est comme l'histoire de ta vie, qui l'est d'ailleurs. Et peut-être que tu la trouveras, car une fois que tu as développé la vision, si elle se manifeste, tu la reconnaîtras. C'est déjà quelque chose. Pourquoi ne pas remettre de l'ordre dans ta famille? Peut-être n'as-tu pas de frères et sœurs, alors améliore ta relation avec tes parents, d'accord? Répare tes relations avec ton père, ta mère et ta fratrie. La même chose. Et puis, quel genre de relation veux-tu avoir avec tes enfants? Si tu pouvais avoir ce que tu voulais, j'avais une excellente relation avec mes enfants. Ma fille, comme je l'ai dit, était très malade, donc ça a compliqué les choses, mais j'avais une excellente relation, et j'en ai toujours une avec mon fils. C'est l'une des lumières de notre vie. Et nous nous sommes concentrés sur le fait de rendre cette relation parfaite. Tu sais, tous les deux, et ma femme aussi. Et donc tu imagines bien que je veux que mon fils m'aime, je veux que mon fils me respecte et vice-versa. Je veux un enfant capable de prendre des décisions matures, je veux quelqu'un sur qui je peux compter, je veux quelqu'un vers qui les autres gravitent, parce que je peux avoir ce que je veux, si je suis prêt à faire les sacrifices nécessaires. Et donc ça c'est une bonne chose. Peux-tu remettre ta famille sur le droit chemin? Eh bien, il te faut un travail ou une carrière, et... Que peux-tu offrir et apporter au monde à cet égard? Si tu penses à la réussite professionnelle dans cette perspective de Tour de Babel, c'est tentant, mais demande-toi plutôt combien de bien tu pourrais faire. Si j'en avais l'opportunité dans le plus court laps de temps possible, si je m'investissais totalement, et puis ça, il y a un nom, mec, il y a un nom, et ensuite tu pourrais te demander à quoi cela ressemblerait
Tu sais, si j'étais une lumière pour ma communauté, si j'étais une lumière pour les gens avec qui je travaille, qui serais-je si j'étais comme ça? Et alors tu peux conceptualiser cela, et tu peux voir quand tu t'en écartes, et pourquoi ne pourrais-tu pas corriger ces écarts, et avancer vers cela? Et ensuite tu pourrais dire, eh bien, tu vas faire un usage productif de ton temps, en dehors du travail. Un usage productif et généreux de ton temps. Un usage productif, généreux et significatif de ton temps. Qu'est-ce que tu en penses? Tu vas contrôler ta susceptibilité à la tentation, réguler ta consommation d'alcool et de drogue, parce que l'alcoolisme détruit beaucoup de gens, réguler ta tentation sexuelle, pouvoir te contrôler pour une raison qui vaut la peine de se contrôler. Tu sais? Parce qu'il y a quelque chose à être sybarite, il y a au moins le plaisir du moment, ce n'est pas rien, et tu ne vas pas sacrifier ça, si tu as un peu de bon sens, à moins de le sacrifier pour quelque chose de clairement meilleur. Voici quelques éléments. Vous pouvez rapidement tester vos 5 grands traits de personnalité. Et je vais vous dire les avantages et les inconvénients. Donc, si vous êtes ordonné, vous suivez un emploi du temps. Combien d'entre vous suivent un emploi du temps? D'accord. Et combien d'entre vous ne le font pas? D'accord. Donc une chose que je vous recommanderais, c'est de le faire. Et je vais vous dire pourquoi. L'intelligence est un très bon prédicteur de la performance académique. Et il n'y a pas grand-chose que vous puissiez faire concernant votre intelligence. Je veux dire, vous pouvez la gaspiller, mais il est très difficile de l'améliorer. La conscienciosité, eh bien, c'est aussi un trait de caractère, donc c'est difficile à travailler. Mais nous savons que les personnes consciencieuses obtiennent de meilleures notes. Et c'est fiable, et c'est un effet puissant. Donc, si votre gestion du temps est organisée, alors la probabilité que vous réussissiez est très élevée. Donc, l'une des choses auxquelles vous pourriez penser, c'est de vous lier d'amitié avec un calendrier, comme Google Agenda ou quelque chose comme ça. Et je peux vous donner quelques astuces à ce sujet, parce que c'est vraiment important. Je ne plaisante pas avec ça. Si vous êtes faible en conscienciosité, ça va vraiment vous mettre des bâtons dans les roues tout au long de votre vie. Je n'ai pas vu beaucoup d'avantages à cela. Et je ne suppose pas que simplement parce que vous ne suivez pas un emploi du temps, vous êtes faible en conscienciosité. Mais c'est l'un des éléments qui le caractérise. Le seul avantage que j'ai vu jusqu'à présent à être peu consciencieux, c'est que si vous devenez chômeur, ça ne vous dérange pas autant. Et je le pense vraiment, ça compte dans certaines situations. Par exemple, si une grande entreprise doit licencier 50 de ses employés, ce sont les personnes consciencieuses qui vont en souffrir, se ronger les sangs pour ça. Et les personnes peu consciencieuses, elles ne vont pas s'en soucier de toute façon. Parce qu'elles ne travaillaient pas vraiment de toute manière, donc ça ne change rien qu'elles aient un emploi ou non. Donc, voici une façon de penser à l'utilisation d'un emploi du temps. Souvent, les gens ont peur des emplois du temps parce qu'ils les voient comme un piège. Vous faites un emploi du temps, et c'est comme une petite prison dans laquelle vous devez vivre, et tout ce que vous mettez dans votre emploi du temps, ce sont des choses que vous devez faire, ou devriez faire, donc il n'y a pas beaucoup de plaisir là-dedans. Donc non seulement c'est un piège ou une prison, mais en plus c'est plutôt désagréable. Mais une façon de travailler avec un emploi du temps de manière beaucoup plus sophistiquée, c'est de se dire, bon, je vais planifier la semaine prochaine, par exemple, parce que vous la planifiez jour par jour. Mais prenons la semaine comme unité d'analyse, et dites-vous, eh bien, j'aimerais planifier une semaine que j'aimerais avoir. Et alors, votre emploi du temps devient tout à coup un outil pour améliorer la qualité de votre vie. Et ça, c'est un tout autre sujet. Vous savez, parce que vous pourriez vous demander quelle est l'émotion que vous ressentez, en supposant que vous ressentez l'une de ces émotions. Si vous avez une dissertation à rendre et que vous ne la faites pas, considéreriez-vous cela comme une émotion agréable ou désagréable? D'accord. Donc vous pensez que vous pouvez caractériser ce désagrément. Quel genre d'émotion est-ce? C'est la culpabilité, d'accord? Autre chose. La frustration, oui. Donc tu es un peu frustré contre toi-même. Oui, tu penses que tu as besoin d'une claque, n'est-ce pas? Tu te dis, j'ai besoin d'une claque. Donc, d'accord, la culpabilité, autre chose. Anxiété, agitation, donc c'est une sorte d'agitation, oui, c'est parce que ton corps sait que tu devrais faire quelque chose, mais tu ne le diriges pas dans la bonne direction. Donc, c'est la honte. Est-ce que c'est raisonnable?
D'accord. La raison pour laquelle je te demandais ça, c'est parce que la plupart des émotions négatives sont associées au névrosisme, mais certaines semblent être associées à la conscience professionnelle. Et les émotions négatives liées à la conscience professionnelle semblent être la culpabilité. Et la honte, fondamentalement. Et donc, des recherches récentes, vraiment récentes, j'ai reçu cet article il y a seulement une semaine, je pense qu'il date d'environ 4 mois, semblent indiquer que les personnes consciencieuses éprouvent moins de culpabilité, mais ils sont plus enclines. Donc, si elles restent passives, cela les rend coupables. Mais elles s'organisent pour accomplir ce qu'elles doivent faire, sans se sentir coupables. Bref, revenons au planning. Alors d'accord, vous réfléchissez à votre semaine, vous réfléchissez à votre journée, et vous vous demandez, comment pourriez-vous améliorer la qualité d'une journée ou d'une semaine donnée ? Eh bien, l'une des façons de l'améliorer, c'est de ne pas vous mettre dans une situation où il y a des choses qui vous pèsent et pour lesquelles vous devez vous sentir coupable et honteux. Parce que c'est une façon très désagréable de vivre. Et vous savez, si vous avez une dissertation, le fait de devoir faire cette dissertation peut gâcher toute la semaine. Et même quand vous faites quelque chose de positif, hypothétiquement, c'est un peu ce genre de positif horrible que vous ressentez quand vous savez que vous devriez faire autre chose. C'est à ce moment-là que vous vous retrouvez à regarder des vidéos YouTube de chats qui dansent ou quelque chose du genre. Vous savez, et au mieux, c'est un plaisir coupable. Ce n'est même pas un plaisir. Vous vous demandez, mais qu'est-ce que je fais à regarder des vidéos de chats qui dansent ? Vous voyez ? Mais là, vous savez que vous procrastinez. Et ça, c'est de la basse qualité. Une existence de très basse qualité. Donc si vous utilisez votre emploi du temps, vous pouvez vous dire, bon, voilà des moments où je vais faire ce travail, et ensuite. Vous pouvez aussi vous poser cette question quand vous concevez votre emploi du temps. Parce que vous ne voulez pas concevoir un emploi du temps. Comme si vous étiez Adolf Hitler en train de vous dire quoi faire. Vous voyez ? Parce que vous n'allez pas vous y tenir. Donc ce que vous devez faire si vous allez concevoir un emploi du temps, c'est vous demander « D'accord, je vais réserver un peu de temps pour étudier la semaine prochaine, ou pour faire cette dissertation, ou quoi que ce soit. Combien de temps est-ce que je passerai réellement à étudier ?» Planifier 1 à 2 heures par jour pourrait être valable. Et je dirais de ne pas prévoir plus que ça au début, parce que sinon vous allez échouer, et ensuite vous arrêterez d'utiliser le planning. Et donc, l'autre chose que vous devez faire, c'est de planifier des choses que vous avez envie de faire. Ensuite, en regardant la journée ou la semaine, vous voulez pouvoir vous dire « C'est une semaine que j'aimerais avoir ». Une semaine comme ça serait idéale. Je serais à jour et éviterais l'accumulation de ces émotions négatives. Et j'aurais fait plein de choses qui m'intéressent. Et à la fin de la semaine, je serais en meilleure forme qu'au début. Et si tu traites un emploi du temps comme ça, de façon à l'utiliser pour concevoir les jours et les semaines que tu veux avoir, au lieu de l'utiliser comme une petite prison dans laquelle tu dois t'enfermer, et que tu ne suivras pas de toute façon, alors tu peux apprendre à t'en servir. Et c'est une chose que tu peux faire pour devenir plus travailleur, plus consciencieux. Suis un emploi du temps. J'ai dit aux gens d'apprendre à utiliser un emploi du temps. Et souvent les gens détestent les emplois du temps parce qu'ils agissent comme leurs propres tyrans, n'est-ce pas ? Ils disent « Eh bien, tu dois faire cette chose désagréable. Puis voilà une autre chose désagréable que tu dois faire. Et ensuite tu dois faire cette chose désagréable. Et tu fais ça pendant environ 3 jours. Et tu te dis « Au diable tout ça, je ne fais pas ça. » Tu vois ? Et tu abandonnes. Ce n'est pas l'utilisation prévue d'un emploi du temps. Tu es censé l'utiliser pour organiser les journées que tu aimerais avoir si tu prenais soin de toi. Et donc, une partie de ça, c'est que tu te réveilles le matin et tu te dis « Voilà 5 choses que je dois faire, que si je ne fais pas, ma vie sera pire. » C'est comme payer les factures, par exemple, ou sortir les poubelles. Tu dois faire ça, parce que sinon, les choses Tleggio se dégradent. Donc tu dois en mettre certaines dans l'emploi du temps, parce que sinon, demain sera pire qu'aujourd'hui. Et c'est une mauvaise trajectoire. Mais tu veux aussi intégrer des choses, tu sais ? Tu dois agir en quelque sorte comme si tu avais affaire à un enfant de 9 ans relativement récalcitrant. Il y a des choses que tu dois faire, mais aussi des choses qui, si tu les fais, pourraient te permettre de te récompenser. Et si tu trouves le bon équilibre entre obligation et récompense, alors tu verras que tu seras motivé à faire les choses. C'est ce que tu veux faire, de manière durable sur plusieurs jours, semaines et mois. Donc, tu dois te traiter comme un bon patron, traiterait un employé précieux, et non comme un tyran, traiterait un esclave, parce que l'esclave finira par se rebeller. Et tu sais, les gens disent « Je ne vais pas au bout de mes plans ». Eh bien, premièrement,
ils ne sont probablement pas très bien formulés, et peut-être que tu les fais à cause d'une obligation morale externe ou quelque chose comme ça, donc ce ne sont pas vraiment tes plans, n'est-ce pas? Et deuxièmement, tu agis comme un tyran et un esclave, et c'est une mauvaise relation à avoir avec toi-même. Traite les autres comme tu voudrais être traité, ça marche dans les deux sens. Tu dois aussi te traiter correctement toi-même. C'est nécessaire, mais souvent négligé. La planification est vraiment importante. D'accord. Maintenant. Ce jeune homme m'a dit que sa vie manquait de but, de direction et de sens, et qu'il était nihiliste. Jusqu'à ce qu'il commence à lire Zen et l'art de l'entretien des motocyclettes. C'est un livre que j'adore, je l'ai lu 3 fois à différentes périodes de ma vie. Et l'une des choses très intéressantes à propos de ce livre, c'est qu'il examine l'idée de la qualité. L'idée qu'il existe des distinctions qualitatives entre les choses. Et que nous avons un instinct pour faire des distinctions qualitatives. Donc une distinction qualitative, c'est simplement ceci est meilleur que cela. Ce qui est un jugement. D'accord. Maintenant, ce que Ratzinger suppose, c'est que la personne en elle-même, là vous savez comment l'idée moderne, c'est que on est censé s'accepter soi-même. Je pense que c'est une idée folle d'ailleurs. En réalité, rien n'est plus nihiliste que cette idée. Vous êtes très bien comme vous êtes. Vous n'êtes pas à votre plein potentiel. Vous pourriez être tellement plus. Que voulez-vous devenir? Vous contentez-vous d'être simplement bien? Ou voulez-vous aspirer à quelque chose de meilleur? Et ce jeune homme, cet Australien, il a dit que la raison pour laquelle le zen et l'art de l'entretien des motocyclettes avaient eu un tel impact sur lui, c'est parce qu'il n'était pas satisfait de sa façon d'être actuelle. Il ne considérait pas que la manière dont il se comportait était suffisante, et le fait que l'auteur de Zen et l'art de l'entretien des motocyclettes, c'était Persig. Il a suggéré que des distinctions qualitatives étaient possibles, et qu'il existait réellement une distinction entre le bien et le mal, ou entre la grandeur et la méchanceté. Ça te donne une direction, ça te donne la possibilité de t'élever. Et Ratzinger souligne, au moins dans une certaine mesure, que les êtres humains sont insuffisants en eux-mêmes, et qu'ils ont besoin de ce mouvement vers le haut. Donc ils ont besoin de conceptualiser quelque chose comme le bien suprême. Et ensuite, il faut tendre vers cela. Et le fait est qu'il n'y a aucune différence entre conceptualiser le bien et être jugé. Parce que si tu veux conceptualiser le bien et t'en approcher, tu dois séparer de toi toutes les choses qui ne sont pas bonnes et les laisser derrière toi. Et c'est pourquoi le Rédempteur et le Juge sont la même chose. Et l'une des choses qui est vraiment consternante, je pense, dans notre monde moderne, c'est que nous rejetons la notion de distinction qualitative. Vous dites ne vouloir blesser personne en affirmant la supériorité d'une chose sur une autre. C'est comme là, d'accord, c'est compréhensible. Ce n'est pas amusant d'être rejeté avec les damnés, ça c'est sûr. Mais si les gens sont, en fait, insuffisants dans leurs conditions actuelles, ce qui semble être le cas, je veux dire, essayez de trouver quelqu'un qui ne l'est pas, alors si vous niez la possibilité de distinction qualitative parce que vous voulez promouvoir un égalitarisme radical, alors vous supprimez la possibilité de rédemption parce qu'il n'y a aucun mouvement vers le bien. Et il me semble que c'est une catastrophe de sacrifier le bien pour... Eh bien, c'est une catastrophe de sacrifier le bien pour l'égalité. Parce que pour que nous soyons égaux, cela voudrait dire, d'après ce que je comprends, que nous serions tous également non rachetés et misérables. Ce que nous entendons par âme, c'est quelque chose comme un esprit animateur. Et vous pourriez demander, eh bien, qu'est-ce qu'un esprit? Eh bien, c'est en fait assez facile à répondre. Quand une enfant de 4 ans joue à la maman, disons. Quand une enfant de 4 ans joue à la maman, elle joue le rôle de la mère. Mais jouer un rôle, c'est une chose étrange, n'est-ce pas? Parce qu'elle ne duplique pas littéralement, dans ses actions ou ses perceptions dans le jeu, ce qu'elle a littéralement observé chez sa mère. Par exemple, elle n'est pas allée dans la chambre de sa mère quand celle-ci s'est réveillée pour observer la façon précise dont elle tourne la tête en s'éveillant et compter le nombre de clignements des yeux afin de pouvoir imiter cela dans son jeu. Vous savez, vous trouvez ça absurde, mais ce n'est pas absurde si ce n'est que de la simple imitation. Ce n'est pas ça, c'est incroyablement sophistiqué. Ce que la fillette fait,
c'est qu'elle observe sa mère manifester un comportement maternel dans une multitude de situations, et elle intègre cela à l'image de la mère qu'elle a reçue de tous les livres qu'on lui a lus et de tous les petits films qu'elle a vus, les films Disney et ainsi de suite, et elle en extrait le principe animateur du maternel, puis elle l'incarne dans le jeu, généralement avec un petit garçon, et c'est un entraînement pour ce qui viendra plus tard. C'est incroyablement sophistiqué, et elle incarne un esprit, et cet esprit, c'est l'abstraction du principe animateur central, à partir de multiples incarnations de sa manifestation. Et si vous pensez que les enfants ne peuvent pas faire cela, eh bien, alors vous ne connaissez rien aux enfants, parce qu'ils le font tout le temps dans leur jeu d'imitation, ce qui est un précurseur nécessaire à un développement psychologique sain. Et donc, une partie de ce que nous appelons l'âme, c'est la présence de cet esprit, ou peut-être même la capacité d'incarner de tels esprits, et il est très difficile de savoir jusqu'où cela va. Vous savez, j'ai eu une vision à un moment donné, de tous les hommes dans ma vie, qui ont été particulièrement influents de manière bienveillante, vous voyez, et vous pensez, eh bien, rien que la simple notion de l'idée qu'il pourrait y avoir une manière bienveillante qui unirait les actes de bienveillance à travers une série d'hommes, tout cela vous est compréhensible. Vous considérez cela comme allant de soi lorsque vous dites qu'il existe de bons hommes, et que vous pouvez les identifier, n'est-ce pas? Il y a quelque chose de stable dans ce qui est bon à travers de multiples manifestations d'incarnation, disons. Et j'ai vu cela se transformer en la personne du Père de la Trinité comme l'incarnation de cet esprit bienveillant. Maintenant, je n'ai aucune idée de ce que cela signifie métaphysiquement, parce que qui le sait? Mais ce spirit qui se manifeste à l'intérieur fait certainement partie de ce à quoi nous faisons référence lorsque nous parlons de l'âme, et vous pouvez voir cela rayonner à travers les gens. C'est en partie ce qui donne du charisme à une personne. C'est en partie ce qui suscite en vous l'instinct d'imiter. Vous savez, même dans les choses simples, quand vous voyez un athlète remarquable faire quelque chose d'incroyablement athlétique pour mettre le but, pour envoyer le ballon de football dans les filets et marquer, et que tout le monde se lève pour célébrer cela, eh bien c'est une célébration de la capacité divine à atteindre la cible en plein centre. Et cela vous saisit à un niveau si profond, tout au fond de votre âme, que vous êtes poussé à vous lever pour applaudir, sans même savoir ce que vous faites. Mais vous en profitez, ça c'est certain. Et ce plaisir est aussi un signe de la profondeur et de l'utilité de cette réaction. Vous voyez cela dans toutes les choses que les gens font, qui sont, vous savez, soi-disant. Divertissement populaire, c'est incroyablement sophistiqué. L'âme participe à cela dans toute son ampleur, et vous savez, on peut dire qu'il n'y a pas besoin de la terminologie religieuse, mais tant qu'on n'a pas trouvé de meilleurs mots, il y a beaucoup d'utilité à l'utiliser, parce que c'est un phénomène très complexe et profond, et pour, vous savez, simplement reléguer cela au domaine de la superstition de manière désinvolte, ce n'est tout simplement pas utile d'aucune manière possible. Ce n'est pas utile scientifiquement, ce n'est pas utile éthiquement, ce n'est pas utile existentiellement. Essayez de traiter quelqu'un pendant un certain temps comme s'il n'avait pas d'âme. Vraiment, je le pense. Traitez-les simplement comme une machine déterministe, si c'est ce que vous croyez. Mettez-le vraiment en pratique. Vous serez la personne la plus détestée de la ville en 15 minutes. Eh bien, que pensez-vous de preuves concrètes comme celle-là? Vous interagissez avec les gens comme s'ils étaient des âmes libres, pouvant choisir entre le bien et le mal. C'est ce que vous faites tout le temps. Et peut-être que vous pouvez vous en sortir avec une idéologie rationaliste ridicule. Mais cela signifie simplement que vous êtes un peu un imbécile bavard. Et cela va juste vous faire trébucher sur des choses que vous ne remarquez même pas dans toutes vos interactions sociales. Je me fiche de la façon dont vous pensez philosophiquement ou idéologiquement. Vous savez très bien que ce que je viens de dire est vrai. Et c'est vrai même lorsque vous interagissez avec un nourrisson ou un petit enfant. C'est vrai lorsque vous avez affaire à quelqu'un de très âgé et pratiquement incapable à tous les niveaux. Vous voyez toujours cette étincelle divine, faute d'un meilleur terme. Et d'ailleurs, nous n'avons pas de meilleur terme. Vous la voyez partout si vous gardez les yeux ouverts et si vous êtes prêt à la voir. Et dans la mesure où vous y êtes sensible, alors vos actions sont guidées par l'amour, et vos paroles sont guidées par la vérité, et... J'ai commencé à faire ce que je fais. Disons probablement
en 1985. Parce que j'ai compris que l'un des chemins menant à la catastrophe totalitaire était la tromperie au niveau individuel. C'est quelque chose qu'Alexandre Solzhenitsyn a beaucoup souligné, tout comme Orwell et Huxley. Ces grands penseurs ont conclu, à la suite de ces catastrophes totalitaires, qu'il existait un lien fondamental entre la pathologie au niveau individuel, qui était essentiellement la volonté d'utiliser la tromperie de manière instrumentale. Je vais te mentir pour obtenir ce que je veux. Et la catastrophe autoritaire, et que c'était un lien de causalité directe, en fait, selon cet argument. Je pense que c'est littéralement vrai. Et donc en partie, ce que je fais, j'espère, c'est aider les gens à réfléchir à pourquoi dire la vérité est une bonne idée. Pas seulement pour eux, pas comme une injonction morale descendante où l'on secoue le doigt. Ne mens pas, tu ne devrais pas mentir. Mais d'une manière détaillée. Expliquer la relation entre l'utilisation instrumentale de la tromperie et l'effondrement des civilisations. Et ce lien est bien plus proche que ce que les gens pensent, ça tu sais. Une personne influence 1000 personnes au cours de sa vie, c'est certain. Et parfois bien plus que ça. Et 1000, tu sais, le cercle suivant à partir de là. 1000 fois 1000 égale 1 million. Et le cercle suivant contient 1 milliard de personnes. Vous êtes donc toujours au centre d'un cercle concentrique qui, à 2 niveaux, englobe 1 milliard d'individus. En fin de compte, ce que tu fais compte. Et ce que je fais reflète mes espoirs. C'est voyager et parler aux gens en face à face lors de ces conférences, par exemple, et défendre l'idée que c'est un argument terrifiant. Les gens disent vouloir du sens dans leur vie, mais est-ce vraiment le cas ? La possibilité la plus menaçante serait que rien de ce que l'on fait n'ait d'importance, ce qui signifierait qu'on peut faire ce qu'on veut. C'est l'avantage de cette affirmation nihiliste. Aucune responsabilité, n'est-ce pas ? Et pourquoi ne pas poursuivre un hédonisme étroitement focalisé, puisque rien n'a d'importance de toute façon ? Voilà donc l'ombre du nihilisme. Ou alors, tout ce que tu fais compte. Et c'est bien plus terrifiant à envisager, que tu seras tenu responsable de tout ce que tu fais. Et je le crois fermement, en partie à cause de mon expérience clinique. Je n'ai jamais vu aucun de mes patients s'en sortir avec quoi que ce soit, même une seule fois. Et tu pourrais penser que les gens s'en sortent tout le temps. Mais non, ce n'est pas le cas. Ils peuvent obtenir un avantage limité dans un domaine à court terme. Mais tu sais, disons que tu utilises la tromperie dans tes pratiques commerciales. D'abord, ça ne marche pas très bien, parce que les gens finiront par te démasquer. Donc, comme stratégie à long terme, c'est terrible. Tricher ne fonctionne pas. Personne ne voudra jouer avec un tricheur. Quelqu'un m'a demandé l'autre jour. Eh bien, qu'en est-il de ces dictateurs qui, vous savez, ils ont régné toute leur vie. Et ils étaient au sommet de la hiérarchie, disons. Et ils avaient tout le pouvoir. Staline est un exemple parfait. C'est comme, n'a-t-il pas gagné ? Eh bien, toutes les personnes à qui Staline a jamais parlé lui ont menti parce qu'elles étaient absolument terrifiées par lui. Son pays était un cauchemar. C'était un enfer, ou presque, ok. À l'exception possible des nazis et des maoïstes. Mais c'était parmi les pires en termes d'enfer. Y a-t-il régné ? Oui, mais il a régné sur l'enfer. Et si tu penses que c'est une victoire, eh bien, vas-y, essaie, tu verras à quel point c'est une victoire. Milton Satin a dit préférer régner en enfer que servir au paradis. D'accord. Utilise la tromperie et l'instrumentalité pour régner en enfer. Tu seras le maître, mais vois où cela te mène. Quelque part de terrible. Vois si ça t'apporte vraiment du bien. Et donc, j'ai constaté, malgré mon affection pour les psychanalystes, que très souvent, en tant que thérapeute, ce que je fais, c'est aider les gens à avoir une vie qui fonctionne. Et tu peux paramétrer ça. C'est comme, de quoi as-tu besoin ? Que dirais-tu d'avoir des amis ? Les gens aiment bien ça. Que dirais-tu d'une relation intime avec quelqu'un, en qui tu peux avoir confiance, qui a peut-être un avenir ? Ce serait bien. Que dirais-tu d'une carrière qui te place quelque part dans une hiérarchie de dominance ? Comme ça, au moins, tu as une possibilité de progresser, une possibilité de te stabiliser, un emploi du temps et une routine. Parce que personne ne peut vivre sans routine. Tu l'oublies simplement. Si vous n'avez pas de routine, je vous recommande d'en instaurer une, parce que vous ne pouvez pas être en bonne santé mentale sans routine. Vous devez choisir une heure pour vous lever,
peu importe laquelle, mais choisissez-en une et tenez-vous-y. Sinon, vous dérégulez vos rythmes circadiens, et ce sont eux qui régulent pour votre humeur. Et mangez quelque chose le matin. J'ai eu de nombreux clients souffrant de troubles anxieux. L'un d'eux était littéralement en train de mourir de faim. Une fille très intelligente. Elle aimait peu de choses et tentait de survivre avec une demi-tasse de riz quotidienne. Venue me voir, elle m'a confié manquer d'énergie. De retour chez moi, je ne souhaite que revoir le même film inlassablement. Est-ce que c'est bizarre ? Je me suis dit que ça dépendait de combien ils vont travailler dur. C'est un peu bizarre, mais c'est familier. Tu cherches du réconfort. J'ai analysé son régime alimentaire. C'est inachevé. 3/4 de tasse de riz, on dirait que tu meurs de faim. Mange quelque chose, tu sais. Tu te sentiras mieux. Alors elle a modifié son alimentation et toute son anxiété a disparu et elle avait un peu d'énergie. C'est ça, il faut manger. Un emploi du temps, c'est une bonne chose. Ton cerveau t'en remerciera. Planifier un peu stabilisera ton système nerveux. C'est positif. Tu as besoin d'une carrière. Tu as besoin de quelque chose de productif à faire de ton temps. Tu dois réguler ta consommation de drogues et d'alcool. Surtout l'alcool parce que ça détruit beaucoup de gens. Tu as besoin de ta famille, tes parents. Sois gentil. Si vous vous entendez, travaillez là-dessus, c'est un bon objectif. Et puis tu auras probablement besoin d'enfants à un moment donné. Et c'est ça, la vie, c'est ce qu'est la vie. Et si tu es absent, tu peux avoir une bonne raison de ne pas fonctionner sur l'une de ces dimensions. Ce n'est pas obligatoire. Mais je peux te dire que si tu ne fonctionnes pas raisonnablement bien sur 4, je crois que j'en ai mentionné 6. Si tu ne fonctionnes pas raisonnablement bien sur au moins 3 d'entre elles, il n'y a aucune chance que tu t'épanouisses psychologiquement. Et c'est plus pragmatique en un sens que psychologique, tu vois ? Les êtres humains ont une nature. Il y a des choses dont nous avons besoin. Et si nous les avons, eh bien, c'est bien. Et si nous ne les avons pas, eh bien, alors nous ressentons le manque. Les psychologues et comportementalistes se focalisent principalement sur ce type d'éléments. C'est pratique comme élaborer une stratégie. Planifiez votre carrière et apprenez à négocier, c'est crucial. Sachez exprimer vos besoins. Apprenez à dire la vérité aux gens. Apprenez à écouter. À votre partenaire en particulier, parce que si vous les écoutez, ils vous diront vraiment ce qu'ils veulent. Parfois, donnez-leur ce qu'ils veulent, et peut-être qu'ils vous le rendront. Et si vous pratiquez cela pendant, disons, 15 ans, alors peut-être que vous vous donnez constamment ce que vous voulez l'un à l'autre. Eh bien, hurrah, ce serait bien. Et puis, il y a 2 personnes dans les 2 cas. Et il vaut mieux avoir 2 cerveaux qu'un seul. Parce que les gens pensent différemment à cause de leur tempérament, principalement. Et donc, c'est dans la négociation que naît la sagesse. Et cela fait partie de la transformation psychologique qui accompagne une relation intime. Et l'un des objectifs fondamentaux d'une relation intime à long terme, pour la première fois de ma vie, vraiment, je crois que c'est le cas. Les conservateurs ont vraiment quelque chose à offrir aux jeunes. Et ils peuvent vendre le sens de la responsabilité. Parce que les jeunes manquent de sens. Et la plupart des gens trouvent du sens dans la responsabilité. Et quand la droite parle de responsabilité, ils le font un peu de cette manière moralisatrice qui rend les conservateurs impopulaires auprès des jeunes. Tu devrais être responsable. Oui, tu devrais. Pourquoi ? Eh bien, parce que ta vie est chaotique et dénuée de sens, et tu es coincé dans cette surréalité juvénile et... La douleur et l'anxiété t'envahissent, sans but ni objectif. Tu observes ceux qui semblent avoir une vie, peut-être en quête de la tienne. Une relation intime engagée en fait partie, c'est un point de départ. Tu as des amis avec qui tu es honnête et avec qui tu peux t'amuser. Tu as un groupe d'amis, tu as un travail ou une carrière, non. Tu apprends à utiliser ta vie, ton temps, en dehors du travail de manière productive et engageante. Tu régules ta susceptibilité à la multitude de tentations hédonistes qui sont devant toi. Tu fais attention à ta santé mentale et physique. Tu te fixes un objectif, quelques objectifs concrets pour l'avenir. Eh bien, il y a 7 choses que tu peux faire. Ce sont toutes des choses responsables. Pourquoi ?
Parce qu'alors ta vie aura un certain sens. Maintenant, tu pourrais dire, quel est le sens ultime? Commence par mettre ces choses en ordre d'abord, ce n'est pas rien. Et peut-être que tu ne seras pas aussi misérable, amer, plein de ressentiments, en colère, sans but, anxieux, frustré, déçu et honteux, si tu en avais 5 sur ces 7 qui vont bien. C'est vraiment utile. Si tu t'améliores, ta vie va s'améliorer de façon incroyable, tu n'en reviendras pas. Observe les gens autour de toi, et chaque fois qu'ils font quelque chose que tu aimerais voir se répéter régulièrement, dis-leur exactement ce qu'ils ont fait en détail, sois positif évidemment, et indique simplement que tu l'as remarqué. Et parce que j'ai vu ça quand je corrigeais des dissertations d'étudiants, tu sais, et donc j'ai donné ce séminaire pendant longtemps. Et j'essayais d'apprendre aux jeunes à écrire. En 4e année de psychologie, avec mention à l'université, on s'attendrait à ce qu'ils sachent bien écrire, mais ce n'était pas le cas. Donc, je leur demandais d'écrire une dissertation de 4 pages sur un sujet donné, puis ils devaient la réécrire en 6 pages, et ensuite la réécrire encore en 8 pages. Et le premier essai que j'ai noté ne comptait que pour 5% de leurs notes, et je leur ai dit, je vais vous découper en morceaux, mais ce n'est pas grave parce que vous savez, ce n'est que 5% de votre note. Donc, ils pouvaient tolérer ça. Et généralement, au 3e essai, ils avaient écrit la meilleure chose qu'ils aient jamais écrite de leur vie, et ils apprenaient tellement vite, c'était incroyable. Mais une des choses que j'ai remarquées, c'est qu'ils faisaient un petit test avec le premier essai. Ils rendaient quelque chose, c'était juste. Mon Dieu, tellement formaté, ennuyeux. Il n'y était pas du tout. Vous voyez, il n'y avait rien de la personne dedans. Il n'y avait aucune réflexion. Il n'y avait que le genre de jargon psychologique qu'ils avaient appris, surtout s'ils étaient en faculté d'éducation. Et c'était sec et terne, et... tout était mauvais là-dedans. Et donc c'est difficile à noter, n'est-ce pas? Qu'est-ce qui ne va pas avec mon essai? Les mots ne sont pas justes. Les phrases, elles ne sont pas très bonnes. Elles ne sont pas bien organisées en phrases. Les phrases ne sont pas bien enchaînées dans les paragraphes. Les paragraphes ne forment pas un argument cohérent. Et l'ensemble est vide. Mais à part ça, aucun problème. Il était souvent plus facile de réécrire ces essais que de les noter. Donc en tout cas, l'une des choses que j'ai apprises, c'est que même dans un essai comme ça, il y a généralement une phrase ou deux, enfouie vers la page 3, qui exprimait une vraie idée, formulée de façon assez claire et un peu accrocheuse, tu vois? C'était comme si la personne surgissait de tout ce bruit de fond et disait « Eh bien, qu'en est-il de ça ?» Et si tu remarquais ça, que tu le soulignais, et que tu disais « Eh, là tu as visé juste », le prochain essai serait composé aux 2/3 de ça. C'était vraiment amusant à voir. Au 3e essai, tout était parfait et ils étaient ravis. C'est comme « Waouh, c'est moi qui ai écrit ça, tu vois ?» Et c'était en quelque sorte l'aboutissement. Enfin, c'était un séminaire de 4e année. C'était l'aboutissement de leur parcours en tant qu'étudiant en psychologie. C'était vraiment très amusant. Tu peux faire ça chez toi, si. Si la partie envieuse de toi n'est pas jalouse de la révélation de la bonté de la personne. Et donc voici la démarche opposée si tu veux faire ça. Alors imagine que tu es un homme qui a réussi à attirer une partenaire, et il croit qu'il a visé au-dessus de sa catégorie, donc cette femme est plus attirante, disons, plus vive, plus désirable qu'il ne le mérite. Donc ça va vraiment le ronger intérieurement, n'est-ce pas? En partie parce que sa brillance met en évidence sa propre faiblesse. Disons qu'il manque d'utilité. Et donc on peut imaginer qu'une personne comme ça soit encline à la jalousie, pour des raisons évidentes. Donc, la meilleure stratégie à adopter dans une situation comme celle-là, si vous êtes cet homme, c'est d'attendre que votre femme s'habille de façon particulièrement séduisante, puis soit de ne pas le remarquer en vous occupant à quelque chose de trivial pendant qu'elle essaie d'attirer votre attention, soit de la critiquer directement pour ce qu'elle vient de faire. Et si vous faites ça 50 fois, disons, vous pouvez être sûr qu'elle ne révélera plus jamais son attractivité à qui que ce soit pour le reste de sa vie, y compris à vous. Et vous recevrez ce que vous méritez. Donc c'est l'opposé d'observer les gens attentivement.
J'ai appris cela en partie de Burroughs, Frederick Skinner, le célèbre spécialiste du comportement animal, car il utilisait diverses contingences de renforcement pour façonner le comportement des animaux. Et Skinner était incroyablement doué pour ça. Il a entraîné des pigeons pendant la Seconde Guerre mondiale à guider des missiles en picorant des photographies, afin qu'ils puissent faire correspondre les photographies à la trajectoire du missile, en observant le territoire en dessous, et picorer avec suffisamment de précision pour guider le missile jusqu'à sa destination. Cela a été abandonné à mesure que la technologie des missiles guidés se développait, mais Skinner pouvait le faire. Et, vous savez, on pense que les pigeons, eh bien, ils ne sont pas très intelligents. En fait, ils sont plus malins qu'on ne le croit. Les pigeons. C'est pour ça qu'ils peuvent vivre en ville. Ce n'est pas facile pour un oiseau d'y arriver, vous savez. Ce n'est pas leur habitat naturel et donc, mais Skinner, bien qu'il utilisait la punition techniquement parlant, c'est-à-dire l'application d'une certaine dose de douleur ou de menace, donc l'utilisation de l'anxiété, ce qu'il pensait être le plus efficace, c'était la récompense. Mais cela demandait une attention énorme. Par exemple, si Skinner essayait d'apprendre à un rat à grimper une petite échelle, puis à traverser l'échelle, puis peut-être à faire une pirouette et à redescendre, ce qu'il pouvait faire sans problème, il attendait. Il observait simplement le rat, et dès qu'il s'approchait de l'échelle, il lui donnait une boulette de nourriture. Au fait, ces rats étaient affamés, réduits à 3/4 de leur poids normal, donc ils étaient plutôt motivés pour travailler pour de la nourriture. Ce n'est pas forcément quelque chose que l'on voyait dans la section méthodologie des articles, mais bon. Et ce n'est pas une critique envers Skinner, c'est juste une indication de la façon dont la simplification se produit dans les expériences de laboratoire. Mais dans tous les cas, il attendait que le rat s'approche de l'échelle et lui donnait une boulette de nourriture. Et bientôt, le rat traînait souvent près de l'échelle. De temps à autre, le rat posait, un peu au hasard, une patte sur l'échelle. Granulé de nourriture. Le rat était en bas de l'échelle avec sa patte blessée. Eh bien, s'il faisait cela continuellement par l'observation, il pouvait amener le rat à faire à peu près tout ce que vous pouvez imaginer qu'un rat puisse faire. Cette technique peut être utilisée de façon manipulatrice, mais ce n'est pas son but. Elle peut aussi servir à des fins que vous n'imaginez même pas. Pour être efficace, il faut faire preuve de sagesse. Réfléchissez à ce que vous voulez dans votre maison. Que diriez-vous de la paix, de la tranquillité, du bonheur et de l'humour? Quelque chose comme ça. Ce n'est pas une mauvaise première approximation, et vous devez garder cela en tête. C'est comme: voulez-vous cela? Ou préférez-vous les délices du martyre sans fin? Vous devez faire un choix et vous pourriez penser que vous ne choisiriez pas le martyre. En êtes-vous sûr? Vraiment, tu ne le ferais pas? Tu choisirais la paix, le bonheur et l'humour, et partout où tu vas, c'est tout ce qui t'entoure? C'est hautement, hautement improbable. Donc, ne sois pas si sûr que tu vises vers le haut. Mais si tu peux t'orienter dans cette direction, prudemment, en sachant parfaitement qu'elle attend l'alternative infernale, parce que tu dois le savoir, alors tu peux observer et voir. Quand est-ce que cela se manifeste chez les gens autour de moi? Et alors tu peux leur dire en détail: j'ai remarqué, fiston, j'ai remarqué aujourd'hui, on avait une discussion au dîner, tu sais, et tu as fait une remarque spectaculairement spirituelle au bon moment, et c'était provocateur mais pas agaçant, donc bon travail. Et alors l'enfant se dit: mon Dieu, il a remarqué, et il devient 2 fois plus drôle le lendemain, et peut-être pas d'une manière insupportable. Et ça marche vraiment, ça marche vraiment. Mais comme je l'ai dit, tu dois réprimer l'envie qui pourrait sinon t'envahir, et tu dois vouloir viser vers le haut, et ensuite tu ne dois pas être jaloux de la bonté de l'autre, et tu dois être extrêmement attentif. Mais, mec, comme technique de transformation, même dans des relations extraordinairement difficiles, ce qui revient à ton point, il n'y a rien que je connaisse de plus efficace. Si tu veux que les gens apprécient ta présence, apprendre à écouter, c'est une compétence. C'est absolument imbattable. Et ça... La technique de résumer jusqu'à ce qu'il soit satisfait, ça marche comme par magie. Et ce n'est pas... Tu sais, tu pourrais être un peu maladroit la première fois que tu essayes. Et tu pourrais avoir l'impression de manipuler parce que tu n'es pas encore très doué. Mais si tu deviens expert, tu auras les meilleures conversations avec tout le monde. Tu sais, j'ai eu des personnes dans ma pratique clinique qui étaient extrêmement limitées intellectuellement et qui souffraient en plus de toutes sortes de pathologies diverses. Si je les écoutais bien, ils étaient aussi fascinants que n'importe qui d'autre du côté plus capable et compétent du spectre. Et tu apprends tellement, parce qu'il n'y a rien que les gens ne te diront pas si tu les écoutes.
C'est absolument incroyable ce que les gens peuvent te dire, et si rapidement ils vont révéler des choses qu'ils ne savaient même pas sur eux-mêmes. Et ils ont besoin de connaître ces choses. Souvent, elles sont restées cachées pendant des années. C'est tellement gratifiant. Et puis, cette utilisation de la récompense attentive, c'est amusant. Un peu comme un jeu, une fois que tu apprends à y jouer. Parce que tu observes, tu te dis, je vais juste attendre, cette personne va faire quelque chose de bien tôt ou tard. Et là, paf, bon travail. Et les gens sont tellement ravis de cette petite manifestation de bonté dans leur cœur qui a réussi à s'échapper malgré leur cynisme et leur ennui a été reconnue. Leur âme, qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est ? Cela restaure leur foi en ce qu'il y a de bon en eux. C'est vraiment le cas. C'est incroyablement puissant. Cela peut fonctionner si vous êtes empêtré dans une relation difficile dont vous ne pouvez pas facilement vous échapper. Ou peut-être pas pour des raisons morales. Cette écoute, ça aide beaucoup, il se peut que vous deviez écouter beaucoup, mais l'utilisation judicieuse de la récompense, mec, c'est une technique puissante. Quel est mon conseil aux jeunes hommes qui cherchent une femme pour le mariage et la famille ? Ouais bon, d'accord, c'est la même question. Deuxième question, c'est assez simple mec. Je veux dire, on ne peut pas éliminer la nécessité d'être attirés l'un par l'autre. C'est important et c'est mystérieux, tu sais. Donc par exemple, voici une chose amusante. Si l'une des choses que nous savons qui attire les gens les uns vers les autres, c'est la symétrie bilatérale. Et donc si vous prenez des hommes, et que vous les classez selon la symétrie de leur visage, puis vous donnez aux hommes asymétriques des t-shirts à porter, des t-shirts propres pendant une journée, et aux hommes symétriques des t-shirts propres à porter pendant une journée, puis vous donnez les t-shirts aux femmes, et vous leur demandez d'évaluer l'odeur. Les femmes jugent l'odeur des hommes symétriques comme plus attirante que celle des hommes asymétriques. Et puis, il y a d'autres facteurs qui déterminent l'attractivité sexuelle, qui sont basés sur des facteurs biologiques, qui sont donc profondément ancrés. Par exemple, en termes d'odeur. Donc les femmes ont aussi tendance à ne pas être sexuellement attirées par l'odeur des hommes, qui ont, si je me souviens bien, des facteurs RH qui pourraient poser des problèmes potentiels lors de l'accouchement, et souvent, la raison que les femmes donnent pour ne pas préférer l'odeur de ces hommes, c'est qu'ils sentent trop comme leurs frères. Il existe des facteurs étranges et mystérieux qui déterminent l'attirance sexuelle et physique entre les individus. Je pense que c'est crucial dans une relation conjugale. Le plus important, c'est la confiance, mec. C'est comme s'il n'y avait aucun mariage réussi sans confiance. Vous devez vous dire la vérité. Et l'une des raisons pour lesquelles Jung pensait que le mariage, en tant que serment, et que Carl Jung voyait comme un lien, était nécessaire, c'est vraiment sage. Dire la vérité à quelqu'un, ce n'est pas simple. Parce qu'il y a plein de choses chez chacun de nous qui sont terribles, faibles, répréhensibles, honteuses, tout ça. Et il faut les mettre au grand jour et les affronter. Et tu ne vas pas dire la vérité sur toi-même à quelqu'un qui peut s'enfuir en hurlant quand tu révèles qui tu es. Et donc, le lien du mariage, c'est un peu comme dire « D'accord, voilà le marché. Je vais me menotter à toi et tu vas te menotter à moi. » Puis on se dira la vérité, sans échappatoire possible pour aucun de nous. Et donc, une fois que nous connaîtrons la vérité, soit nous allons vivre ensemble dans un tourment mutuel, soit nous allons essayer d'affronter cette vérité et de nous remettre en ordre, et de nous remettre en ordre ensemble, et cela va nous rendre plus puissants, plus résilients et plus profonds. Et plus sages au fil de notre vie ensemble. Je pense que c'est brillant, car si tu laisses la porte de derrière ouverte, tu vas forcément l'utiliser. Et le serment est là. Et c'était le commentaire de Jung sur la spiritualisation de la parabole humaine, et par le mariage chrétien par exemple, qui mettait l'accent sur, la subordination des deux membres de l'union conjugale à un ordre supérieur. La personnalité qui était incarnée dans la figure du Logos. Donc l'idée c'est que dans le mariage chrétien par exemple, l'homme n'est pas le chef et la femme n'est pas la chef. Le chef,
c'est la personnalité mutuelle composée par la recherche de la vérité. Chez les deux. Et c'est conceptualisé comme leur soumission commune au logos. Et ça, c'est absolument exact, mec. Le guide de votre vie conjugale devrait être votre engagement à vous dire la vérité l'un à l'autre. Quand tu fais quelque chose de stupide qui pourrait te faire sombrer et que tu n'as personne vers qui te tourner, si tu as un partenaire de confiance, tu peux lui dire « Écoute, j'ai fait une grosse erreur financière et ça me torture. Je me sens comme un idiot et c'est vraiment dangereux. » Et la personne sera là pour t'aider à trouver quoi faire à ce sujet. Et ils sauront que quand ils feront une erreur stupide, et ils vont forcément en faire une, ils pourront venir t'en parler et que vous allez traverser ça ensemble. C'est crucial. Notre culture se trompe sur certains points, notamment en dévalorisant le mariage. C'est vraiment une très mauvaise idée, parce que le mariage, c'est un tiers de ta vie, peut-être même plus. Et les enfants, c'est un tiers de ta vie. Et ta vie en dehors du mariage et des enfants, c'est un tiers de ta vie. Tu vois, à peu près, et rater l'une de ces parties, c'est une énorme erreur. Maintenant, cela étant dit, je dirais aussi que pour certaines personnes, manquer une ou plusieurs de ces choses est nécessaire, parce qu'elles ont une raison, tu sais, que peut-être qu'elles sont des artistes brillamment créatifs, et qu'elles doivent se consacrer entièrement à leur carrière, ou qu'elles sont exceptionnelles d'une certaine manière, et donc elles peuvent justifier le sacrifice d'une partie de cette triade de l'être au profit d'une autre. Mais en général, c'est quelque chose de très dangereux, et ça ne devrait pas être fait. De plus, les enfants ont vraiment une très mauvaise réputation. Tu sais, c'est parce que les enfants sont adorables s'ils sont bien élevés. Un des chapitres de mon nouveau livre s'appelle « N'essaie pas, vos enfants, faire quoi que ce soit qui vous les fasse détester ». Et tu peux y arriver. Surtout si tu en discutes à fond avec ton conjoint, la personne qui t'aide à discipliner les enfants. Les enfants sont la meilleure compagnie parce qu'ils sont vraiment enthousiastes à propos de tout. Ils adorent faire de nouvelles choses. Ils t'aiment vraiment, donc ils sont heureux que tu sois là. Assure-toi simplement qu'ils n'ont pas trop chaud ou froid, qu'ils ont mangé et qu'ils ne sont pas trop fatigués. Et tu ne t'attends pas à ce qu'ils restent concentrés sur quelque chose plus longtemps qu'ils ne le peuvent. Quand nos enfants étaient petits, on les emmenait au restaurant. Ils pouvaient rester assis et bien se comporter pendant environ 45 minutes, même à l'âge de 2 ou 3 ans. Tu ne peux pas tenter ta chance indéfiniment. Mais j'ai aussi remarqué avec les petits enfants qu'ils devenaient agités et déraisonnables environ 5 à 10 minutes avant que les adultes ne le deviennent aussi. Les adultes c'était trop bête pour le voir, contrairement aux enfants qui le remarquaient immédiatement. Donc revenons au mariage. Eh bien, tu cherches quelqu'un qui t'attire, que tu aimes, puis tu cherches quelqu'un en qui tu peux vraiment avoir confiance, et ensuite tu lui dis la vérité. Et de cette façon, peut-être que tu peux traverser la vie et avoir quelqu'un avec qui tisser la corde de ton existence, et ensemble, pour rendre votre corde commune plus solide, et tu peux avoir une certaine continuité dans ton histoire. Et tu peux avoir des enfants, puis des petits-enfants, et tu peux vraiment avoir une vie, mec, et il n'y a rien de mieux. Et tu es tellement chanceux si tu arriveras à faire ça. Et donc, d'accord, il y a celle-là. Alors, quel est mon conseil aux jeunes hommes qui cherchent une femme pour le mariage et fonder une famille? Oui, eh bien. Et aussi, tu sais, épouse quelqu'un que tu penses être une bonne mère et qui a assez de bon sens, en général, pour savoir qu'elle veut des enfants. Certaines femmes ne veulent pas d'enfants, et c'est tout à fait compréhensible. Et certaines femmes ne devraient peut-être pas avoir d'enfants. C'est aussi possible. Mais la règle générale, c'est que, surtout lorsqu'une femme a la vingtaine bien entamée, si elle ne sait pas qu'elle veut des enfants ou ne veut pas l'admettre, à moins qu'elle n'ait une raison extrêmement importante, alors elle n'est pas psychologiquement bien orientée. Elle ne sait pas ce qui est important dans la vie. Cela pourrait être votre cas, et c'est probablement le cas, mais généralement, c'est une bonne règle. La voie vers l'optimal, la voie vers la qualité de vie et la productivité a été tracée par d'autres personnes. Nous savons en quelque sorte quels sont les paramètres. Il faut faire quelque chose que les autres trouvent utile. Et il faut aussi le considérer comme utile. Ou du moins, il faut être divertissant. Il doit y avoir quelque chose chez vous qui a de la valeur pour les autres, que vous devez poursuivre avec pas mal de diligence. Vous devez donc jouer un rôle social productif. Vous avez probablement besoin d'amis.
Vous avez probablement besoin d'une relation intime. Et si elle pouvait être de moyenne à longue durée, peut-être que ce serait encore mieux. La plupart des sociétés considèrent cela comme l'idéal, probablement pour une raison. Je pense que l'une d'elles est la suivante. Sinon, votre vie devient très fragmentée. À chaque relation à long terme qui se brise, c'est comme si votre identité éclatait en morceaux. Vous êtes fragmenté à travers le temps. Ce n'est pas bon, ça vous brise en morceaux. Et vous ne vous en remettez pas forcément très bien. Ça rend tout beaucoup plus éphémère et peu fiable. Cela introduit beaucoup d'incertitudes dans votre vie et signifie que vous n'avez personne autour de vous en qui vous pouvez vraiment faire confiance. C'est problématique, car si vous avez quelqu'un en qui vous pouvez avoir confiance, vous avez 2 cerveaux au lieu d'un. Vivre peut être assez complexe. Il faut probablement 2 cerveaux pour s'en sortir.